Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. C'est l'heure d'aller retrouver Nick Payne, commentateur politique. On a des beaux sujets aujourd'hui. Salut Nick. Salut Rémi. On va commencer par parler de cette affaire-là à l'Hôtel de Ville. Est-ce qu'on est vraiment surpris, donc, qu'après tous ces travaux, on ait décidé, à l'entrée, d'installer une espèce de grand cadre sur lequel on voit toute la diversité de Montréal, si on s'y attendait, mais la seule femme, elle est voilée. Oui, sur 3 personnes. Une femme, elle représente, on le présume, un certain islam, une certaine façon Ah non, c'est pas un certain d'adhérer. catholicisme. Non. Non, c'est pas le bouddhisme non plus, c'est l'islam. Et puis bon, voilà, la seule femme représentée est religieuse. Mais là, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a aussi des affiches sur le terrain d'Hôtel de Ville qui témoignent de l'adoption de la Charte montréalaise des droits et responsabilités. Ça, c'est un document qui a été adopté en 2002 d'abord, mais il y a eu plusieurs révisions. La plus récente a été adoptée par le conseil municipal le 19 avril 2021. Et je te lis un peu en quoi elle consiste, cette dernière révision, cette 5e édition de la Charte, donc, et je cite le document d'introduction de la Ville. Cette 5e édition intègre des dispositions attestant de la reconnaissance des droits des peuples autochtones et de la nature directe, indirecte, systémique et intersectionnelle de toutes les formes de discrimination. Elle inclut également les discriminations fondées sur l'identité et l'expression de genre, ainsi que la lesbophobie, la transphobie, le capacitisme, etc., etc. Tu vois un peu le propos, tu reconnais le jargon. La lesbophobie, ça, c'est Montréal, pas l'homophobie, c'est la branche spécialisée de l'homophobie. Exactement. Ah ouais, d'accord, OK. Bon, j'apprends des mots C'est tous les jours. le sous-département sur la transphobie et tout ça. Bref, on a bien compris qu'on est à la fine pointe ici. Peut-être pas du progrès, mais en tout cas des dernières innovations dans le marketing de la vertu, on va dire ça comme ça. Donc, il faut toujours ajouter plus de types et de modèles et de sortes de victimes et donc de façons de s'ouvrir à la diversité. Imagine la 6e édition, imagine quand on sera rendu à la 10e, il va y avoir tellement de victimes et de types de façons d'être phobe de quelque chose que ça va prendre un dictionnaire pour bien toutes les comprendre. Bref, là où je veux en venir, c'est que les affiches qui parlent de ça sur le terrain de l'Hôtel de Ville, apparemment, représentent quoi, penses-tu? Bien, des femmes portant le voile religieux. Que cela, d'ailleurs. Il y a pas... il y a une femme en chaise roulante, et puis il y a 2 femmes portant le voile. Il n'y a pas d'Autochtones, il n'y a pas de personnes avec la peau noire. Je dis ça comme ça en passant. Il n'y a évidemment pas d'hommes blancs non plus. Non, mais ça, On s'en doute c'est bien. réglé, ça. Oui, c'est réglé. Il n'y a pas non plus d'hommes qui portent une casquette Make Montreal Great Again. Ça aurait pu être ça. Mais imaginons une seconde que ces affiches-là, ou la grande murale qui accueille les citoyens dans l'Hôtel de Ville de Montréal, représentent une femme au foyer. Une femme qu'on devine blanche, canadienne-française peut-être, mais qui est avec un rouleau à pâte et un tablier. Et puis, à côté d'elle, un homme qui exerce une profession, je sais pas, un médecin Libéral, avec un ouais. stéthoscope. Oui. Imagine le scandale. On n'aurait pas assez de chemises de chez Renaissance à déchirer pour s'insurger d'une telle chose. Mais là, ici, aucun problème, puisque, et c'est la conclusion de l'affaire, c'est que la femme portant un voile, dont on a tellement dit qu'elle est utilisée, instrumentalisée par les phobes en tout genre, ben elle est très certainement, en tout cas, l'étendard par excellence qui est au sommet des manières d'afficher sa vertu inclusive dans une certaine gauche. On instrumentalise un symbole qui, curieusement, incarne et charrie tout ce que la gauche d'autrefois combattait de toutes ses forces. C'est ça qui est assez fascinant aussi là-dedans. Et je termine là-dessus. On présente donc cette façon-là d'afficher sa religiosité comme étant voilà, l'image de sa capacité de s'ouvrir aux minorités, alors que ce mouvement culturel, politique,
qui découlent, qui entourent et qui traversent l'islam aujourd'hui, c'est nous qui sommes minoritaires devant lui. Le Québec est minuscule devant ce mouvement mondial qui est lié notamment au frérisme, hein, donc les frères, la doctrine des frères musulmans. Alors, ce n'est pas une petite minorité mal prise. Il est vrai qu'elle peut être au Québec, ici, numériquement, pour l'heure, elle est bien sûr très minoritaire, elle peut faire l'objet de railleries ou de regards obliques, c'est vrai, mais néanmoins, c'est un mouvement très, très puissant et c'est un mouvement rigoriste religieux. La gauche nous avait habitués à se méfier beaucoup, beaucoup de ce type de mouvement, tellement qu'on a traité parfois les gauchistes d'autrefois de laïcards. Hein? Ben là, on est vraiment rendu ailleurs et ça pose des questions difficile et délicate pour notamment les femmes de confession musulmane qui ne portent pas ce type de vêtements. Elles vont continuer de subir une pression sociale importante dans certains milieux. Puis ça pose des questions pour les femmes de façon plus large. Là. Est-ce que jusqu'où faut-il aller dans l'utilisation du rigorisme religieux là, pour montrer notre ouverture? Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour les femmes de façon plus large? Moi, je pense que la question se pose encore aujourd'hui. Alors bref, la Ville de Montréal affiche bien son néo-progressisme intersectionnel avec toutes ses contradictions ici. Oui, avec spécialité désormais en lesbophobie. Mais on a beau ne pas mélanger les choses. En rappeler, par exemple, que le retrait du crucifix à l'Hôtel de Ville, c'était le résultat direct de la loi 21. Il se trouve que là, le crucifix, comme l'a montré Sophie Durocher dans une vidéo là, qui est disponible via la chronique sur le site du Journal de Montréal, le crucifix, il est désormais rangé dans un comptoir vitré à la manière scellé sous vide, hein? Oui, pour être sûr que ça sent pas le crucifix. Ah non. Pour être certain qu'on ne soit pas contaminé. Il ne faudrait pas contaminer les artefacts. Donc, on a donc un crucifix qui est présenté là presque à la manière d'un trophée, finalement, du progrès. Hein. On a réussi à décrocher ça. Et là, on a la personne voilée. Donc, évidemment, je ne mélange pas les choses parce que le crucifix, c'est un symbole dans une enceinte politique, alors que la femme voilée désigne une citoyenne de Montréal. Mais c'est quand même symboliquement fort, Nick. C'est très, très fort. J'avais posé des questions à la Ville, moi, qui ne daignait pas me répondre. Et donc, notre collègue Sophie Durocher a pris son courage à deux mains. Elle est allée sur place et sa vidéo est formidable parce qu'on voit cette murale. Ensuite, on marche une trentaine de pieds plus loin, mais on voit le crucifix. Tu fais bien de dire que et en tout cas, je vais saisir la balle au bon et parler pour moi, là, c'est peut-être pas jusque-là que tu allais. Moi, je pense qu'effectivement, il y en a qui grossissent le trait, qui exagèrent lorsqu'ils disent que la Ville, aujourd'hui, commet une sorte d'incohérence ou met à mal sa propre laïcité en représentant cette femme voilée après avoir retiré le crucifix. Je pense qu'il n'y a pas symétrie. Là. Le crucifix était dans l'enceinte, là où on débattait. Il représentait le lien entre la religion et le pouvoir politique, tandis que là, on fait face à autre chose. C'est une simple représentation publicitaire pour marquer certaines des valeurs d'ouverture de la ville, mais c'est pas tout à fait au même niveau. Donc, je suis pas prêt à dire qu'il y a symétrie. On n'a pas retiré le crucifix pour directement le remplacer par autre chose d'une autre religion. Non, mais c'est vrai que le message est très fort. Disons qu'on prend un peu à la légère tout de même ces principes là-dedans. Alors, je n'irai pas tout à fait aussi loin que certains, mais c'est vrai qu'il y a une incohérence très forte néanmoins dans la démarche de la ville, il n'y a pas de doute. Tu sais, le crucifix, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de l'afficher non plus. Hein? On peut le laisser dans la boîte de carton. Au fond, je sais que ça a blessé beaucoup de gens. Tu sais, pas des religieux, mais des gens qui considèrent que Montréal a été fondé par des Français et qu'il y a un passé religieux et que s'en cacher, ben c'est douteux puis c'est suspect. Tu veux nous parler du Conseil de la Fédération? Tu m'amènes sur un autre élément, si tu me donnes 5 secondes. Moi, là-dessus, je ne pense pas qu'on devait absolument l'enlever, le crucifix, pas plus que celui de l'Assemblée nationale, pour être certain d'être sans reproche quant à la laïcité. Il y a aussi des questions de patrimoine et d'histoire. Moi, je suis tout à fait à l'aise avec notre histoire, puis avec la situation démographique telle qu'elle a été jusqu'à maintenant, dans le fond. Et puis, bon, bref, on aurait très bien pu le laisser là et dire, écoutez, aujourd'hui, la ville n'est plus de quelque façon que ce soit liée à quelque religion que ce soit, mais
on garde ce crucifix comme témoin de l'histoire. J'aurais été à l'aise avec ça, moi aussi. Alors, vois-tu, il y a des nuances possibles dans tout ça. Mais chose certaine, là, plus que la ville, c'est une certaine gauche, encore une fois, qui, à mon avis, de façon un peu irresponsable, joue avec des symboles très, très forts et porteurs de valeurs qui sont en principe contraires aux siennes. Oui, Ça, je pense que... rappelons quand même que dans la communauté musulmane, il y a toutes sortes de gens qui ont toutes sortes d'opinions, mais les gens qui sont plutôt rigoristes sont plutôt en défaveur généralement des idées présentées par le progressisme. Mais ça, faut surtout pas le dire. Mais là, c'est un détail. Ah oui, un petit détail quand même. Le Conseil de la Fédération, donc on a François Legault qui va revenir demain, là, ce soir en fait, ou demain, ça dépend s'il prend l'avion ce soir, mais avec le sentiment d'avoir réussi à créer un front commun de toutes les provinces pour dire à Justin Trudeau, là, nous on veut que vous répartissiez l'immigration, les demandeurs d'asile de façon égale et juste. Est-ce que c'est une victoire, ça, de François Legault? Ah oui, François Legault revient à Québec avec fanfare, tambours et trompettes, tout auréolé de ce grand succès. Ben, est-ce que c'est une victoire? Est-ce que tout le monde n'était pas déjà d'accord là-dessus de toute façon? Moi, je m'interroge. Bon, ça mange pas de pain, encore une fois, c'est tant mieux. Ça ajoute un peu de pression sur le gouvernement Trudeau, mais dont on sait qu'il n'a pas grand-chose à faire de ces préoccupations-là dans les provinces canadiennes, M. Trudeau et M. Miller non plus, hein, d'ailleurs. Donc, est-ce qu'on continuera d'essayer de continuer à travailler, hein, comme dit M. Trudeau, ce sera à voir. À travailler à quoi? À réduire un peu, peut-être, c'est à voir aussi. Ce qui est plus remarquable dans ce dénouement-là, si tu veux, c'est que le Québec est vraiment passé de ce méchant mouton noir, raciste, xénophobe, dès qu'on ouvrait la bouche pour émettre le moindre début du commencement d'un doute sur le nombre, hein, en immigration. Mais là, soudainement, tout le monde est d'accord avec nous maintenant. Alors ça, il y a tout de même un petit progrès au niveau de la culture, disons. On pourra un petit peu moins à l'avenir, pour un petit bout de temps, en tout cas, nous traiter de racistes pour tout et pour rien à tout bout de champ, mais je suis certain qu'on trouvera d'autres façons de le faire de toute façon. La loi 96, par exemple, la loi 21, on n'a pas fini de nous combattre là-dessus. Ça interpelle aussi quand même ce front commun affiché, là, pour l'heure, des provinces canadienne et du Québec, Pierre Poilievre, qui demeure dans l'équivoque sur ce sujet-là, hein, qui fait mine, qui donne l'impression à un certain nombre de ses partisans de vouloir serrer la vis sur l'immigration, mais quand on l'écoute comme il faut, Pierre Poilievre, ce qu'il dit, c'est il faut bâtir plus de logements pour accueillir tout le monde. Alors, il ne me remet pas véritablement en cause le caractère ultra-immigrationniste du Canada d'aujourd'hui. Au contraire, même, il le célèbre dans d'autres déclarations. Évidemment, bâtir assez de logements, c'est impossible, mais ça, c'est pas important. Poilievre ne s'enfarge pas ne s'embarrasse pas de ces détails. L'important ici, c'est d'avoir l'air de dire quelque chose de critique sans critiquer, au fond. C'est vraiment ce qu'il fait, M. Poilievre. Ça marche. Et là, ben, il y a des conservateurs comme Mme de l'Alberta, Danielle Smith, donc, qui sont manifestement pas tout à fait d'accord avec lui, au diapason là-dessus, avec lui. Alors ça, ce sera à suivre, mais on peut imaginer des lendemains qui déchantent si les conservateurs accèdent au pouvoir, ce qui est bien possible. Ce qu'on n'a pas suffisamment dit, c'est que l'Alberta, donc, dont la première ministre est Danielle Smith, a refusé la demande de François Legault en disant « Nous aussi, on a nos défis avec l'immigration ». Ils ont reçu 6 000 demandes d'asile l'année dernière. Ouais. Le Québec, on parle de dizaines et de dizaines et de dizaines de milliers. Donc ça, c'était vraiment une façon polie de dire « Regarde, M. Legault, c'est beau, là, on est sympathique, là, mais ça ne marchera pas. » Les deux seules provinces, Nick, qui ont dit « Ouais, on va vous écouter », c'est la Saskatchewan avec son illustre million d'habitants et Terre-Neuve, qui, je pense, aux dernières nouvelles, a 600 000 habitants. Donc, rappelons quand même que le défi, c'est d'accueillir des gens selon les capacités d'intégration. Combien de milliers ou de centaines qu'ils vont être 27, ou de dizaines d'immigrants vont-ils accueillir? 32. Oui, c'est ça, absolument. Mais ça nous renvoie aussi à Paul Saint-Pierre Plamondon, hein, qui est sur la tête duquel était tombé le ciel lorsqu'il avait dit qu'il y a à Ottawa une volonté de nous minoriser, hein, de nous marginaliser, de nous combattre, de nous faire disparaître comme nation. On en a ici l'exemple parfait de cette volonté
passive, hein, qui n'est pas affichée, qui n'est écrite nulle part, évidemment, et ce qui permet aux chroniqueurs bien pensants à Radio-Canada et ailleurs de dire, ben voyons donc, comme si Ottawa était contre le Québec à ce point-là. Mais oui, c'est-à-dire que François Legault soit aux prises aujourd'hui avec 560 quelques, pas loin de 600 000 immigrants temporaires sur le territoire québécois qui nous anglicisent à vitesse grand V, à Montréal notamment, c'est pas grave et c'est pas suffisant pour que en Alberta, avec nos quelques milliers de personnes, on n'accepte pas d'en prendre un peu plus. Ça fait l'affaire, au fond, que ce soit le Québec qui soit pris avec cette marée incontrôlable, parce que ça ne peut que l'affaiblir dans sa volonté de persister comme État foyer d'une culture différente. Hein? Et je pense que là-dessus, as-tu lu, toi, un article dans un seul journal au Canada depuis 1 an ou 2 où on dirait, tout de même, c'est un peu plate qu'on soit en train de noyer ou qu'on s'arrange pour noyer le français au Québec. Allons donc. Non, zéro. Pas à la veille zéro. Maudite patente infernale. C'est bien fait quand même, ce fédéralisme canadien. Hein? C'est subtil comme ça. Nick, demain, on se parle du gouvernement français. La gauche a de la difficulté à désigner un premier ministre. La gauche qui ne s'entend pas. Le non-gouvernement. C'est étonnant. À demain. Tout à fait.